Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé autour des problématiques de la supply chain en période de post-confinement que j'ai le plaisir de co-animer avec nos deux experts premium, Christian Dubois et Frédéric Burac, que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail à l'issue de cette petite introduction. Au niveau du plan de notre intervention, nous avons prévu 3 parties. Une courte introduction de quelques minutes que je suis en train de proposer. Une deuxième partie concernant la présentation elle-même. Donc, nos deux experts auront l'occasion de vous présenter leur analyse et leur compréhension des problématiques de supply chain. Et une troisième partie qui est aussi importante pour nous au niveau des questions-réponses. Nous avons prévu entre 15 et 20 minutes de questions-réponses pour pouvoir adresser l'ensemble des problématiques qui sont les vôtres et vous apporter un maximum de réponses à l'issue de notre intervention. Donc, la présentation elle-même durera entre 20 et 25 minutes, suivie de 15-20 minutes de questions-réponses. Pour les questions-réponses, je vous invite au fur et à mesure du webinaire de les poser par écrit sur le chat qui est mis à votre disposition. Et pour nous assurer que ce chat fonctionne dans de bonnes conditions, je vous invite à nous mettre un petit mot pour nous confirmer qu'il fonctionne. Voilà. Voilà pour l'organisation. En quelques mots, je me présente, Bruno D'Artagnan. Je suis le président, fondateur et animateur du réseau Fit-In Network que j'ai créé il y a 6 ans, en 2014. Fit-In Network a vocation à mettre en relation des besoins de compétences des entreprises avec des professionnels, experts, disponibles, opérationnels et pertinents dans les secteurs d'activité de nos clients. Nous avons principalement 3 métiers. Le premier métier concerne les activités de management. Donc, nous mettons à disposition des entreprises des directeurs généraux, des directeurs de business unit, des directeurs de projet, ainsi que des directeurs de logistique et de supply chain dont nous allons parler aujourd'hui. Notre deuxième métier est celui de la finance. Nous mettons à disposition de nos clients des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion, des responsables de consolidation, de gestion de trésorerie et autres credit managers en l'occurrence. Notre troisième métier est le métier des ressources humaines où nous accompagnons nos clients avec des compétences, des RH qui sont capables d'accompagner la croissance et quelquefois la décroissance au sein des clients qui nous mandatent à cet effet. Nous sommes un réseau avec des valeurs importantes, notamment les valeurs de solidarité, les valeurs de co-développement, des valeurs de promotion de nos membres et des valeurs à destination de nos clients pour nous adapter au fur et à mesure en fonction de leurs attentes. Aujourd'hui, le réseau Fit-In Network compte plus de 900 professionnels référencés, inscrits et visibles sur notre plateforme avec une trentaine de membres premium dont Christian et Frédéric font partie, avec lesquels nous assurons le co-développement et la promotion de solutions métiers spécifiques, notamment autour des activités de supply chain dont nous allons parler. Voilà pour la courte introduction. J'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Burac, notre premier expert premium. Bonjour Frédéric. J'espère que tout le monde te voit et t'entendra dans de bonnes conditions. Voilà. J'espère aussi. Voilà. Frédéric est basé autour de Toulouse. C'est notre expert opérationnel en logistique et en supply chain. Il a dans ses métiers accumulé plus de 18 années d'expérience professionnelle avec une dimension internationale. Frédéric est aussi très expérimenté avec plus de 12 années d'expérience dans les secteurs de l'industrie. Et depuis 3 ans, Frédéric réalise des missions de management de transition en tant qu'expert indépendant. À son actif, de très nombreuses réalisations dans des secteurs comme l'agroalimentaire,
les produits de grande consommation, les activités d'import-export, ainsi que les activités coopératives. Sa dernière mission, réalisée avec succès dans les secteurs de l'industrie sucrière, où Frédéric a accompagné un très grand opérateur, et je dirais même un des leaders de ce secteur. Bienvenue Frédéric, je te passe très prochainement la parole. Merci. Notre deuxième expert premium est Christian Dubois, basé autour de Marseille. Bonjour Christian. Bonjour Bruno. Christian, tu es notre expert dirigeant opérationnel dans les activités de B2B. Tu disposes d'une double expérience de direction opérationnelle et de développement commercial, ce qui te permet d'avoir une vision globale et une compréhension transverse des entreprises. Tu as dirigé des équipes pluridisciplinaires à l'échelle internationale et tu es notre expert de gestion de projet et de gestion de crise, très habitué à gérer des situations sous tension. Au sein de tes réalisations, tu as assumé la direction générale de 3 sites Céveso et tu es un expert notamment dans les industries techniques, les industries papetières, les équipementiers automobiles et le secteur de la construction. J'en ai presque fini avec cette introduction, juste en précisant que nos 2 experts premium ici présents sont disponibles pour accompagner nos clients, les entreprises, et ils disposent tous les 2 d'une mobilité mondiale. Christian, Frédéric, bienvenue. La parole est à vous. Merci Bruno. Merci Bruno. Alors, quel est le constat que nous faisons sur la situation actuelle? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se sont retrouvées soit à l'arrêt, soit avec une très faible demande au moment du confinement et qui peinent à retrouver leur volume précédent. Et à l'opposé, on s'aperçoit que toute une partie d'entreprises, au contraire, gardaient une activité pendant toute la période de confinement, une activité qui d'ailleurs souvent a été beaucoup plus intense que ce qu'elle était avant le confinement. Et ce qu'on observe, c'est globalement de l'ordre de 20 à 25% d'augmentation, mais on s'aperçoit que certaines entreprises ont même des volumes qui explosent. On voit des facteurs 2, des facteurs 3 dans certains cas exceptionnels. Et du coup, 2 schémas majoritaires qui ressortent, avec évidemment des situations intermédiaires au niveau de certaines sociétés. Mais globalement, ces 2 profils sont assez caractéristiques de la sortie de déconfinement. Et ces entreprises, de toute façon, toutes les entreprises ont été confrontées à un événement inconnu jusqu'à maintenant, auquel n'étaient pas préparées en général, ce qui fait que le court terme a pris une importance énorme. Et la difficulté, évidemment, pour toutes ces entreprises, c'est de faire en sorte que la gestion du court terme et de la mise en place d'une réaction au virus ou à l'absence d'approvisionnement de la part des fournisseurs qui eux-mêmes étaient fermés, ne viennent pas impacter la vie long terme de cette entreprise ou de l'entreprise à laquelle on appartient. Et du coup, on se retrouve dans une situation où finalement on a globalement 2 profils d'activité qui se dégagent et 2 calendriers qui semblent s'opposer. Et la problématique est donc de dire, par rapport à ces profils d'activité, ces calendriers, mais vers quoi il faut partir et qu'est-ce qu'il faut prioriser finalement. Et c'est globalement les principales questions que la majorité des entreprises se posent. Et ces questions, elles viennent en plus dans une période où les salariés, qu'ils soient managers ou collaborateurs, sont dans des états d'esprit très variables. On a par exemple toute une partie de la population qui, pendant le confinement, s'est retrouvée presque en hyperactivité.
qu'elle soit arrêtée chez elle à bricoler ou en télétravail ou dans l'entreprise, on a une partie des collaborateurs qui finalement sont dans une hyperactivité de tôt le matin à tard le soir. Ils ont envie de continuer, ils ont envie de continuer de mettre de l'énergie pour sortir de la situation. Et c'est des salariés auxquels d'ailleurs il va falloir faire très attention. Et à l'inverse aussi, on a des salariés qui se sont trouvés dans une posture où ils étaient chez eux, ils étaient dans le cocon, ils s'y sont bien trouvés et pas forcément dynamiques pour revenir, pour des raisons soit d'inquiétude, de peur, pour leur santé. Hein. Donc, tout ça nous amène à bien voir qu'il y a deux grands chantiers qui se dessinent pour les entreprises. Le chantier du court terme et le chantier du long terme, et faire en sorte que les deux n'interagissent pas négativement. Et sur le chantier du court terme, il a fallu se mettre en mode gestion de crise pour les entreprises face à ces deux impacts très forts sur l'activité qui étaient la gestion du virus et puis le fait d'assurer les opérations supply chain puisque certains fournisseurs n'arrivaient plus à répondre et donc ont peut-être amené les entreprises soit à s'arrêter, soit à ne pas pouvoir livrer ce qu'elles avaient à livrer. Et donc, il a fallu mettre en place très rapidement, aussi bien pour celles qui ont fermé au moment du redémarrage que pour celles qui ont continué, il a fallu réagir à une inconnue et avoir des actions court terme. Et c'est vrai que dans ce contexte, tout le monde a tout de suite envie de dire, mais ok, je viens de vivre quelque chose de terrible, il faut que je sorte de ça et c'est la dernière fois que ça va arriver. Et tout le monde réfléchit en se disant, qu'est-ce que je peux faire sur le long terme pour changer ça, pour ne pas revivre la situation de la même façon et donc, peut-être pour d'aller vers une supply chain beaucoup plus courte que ce qu'elle est aujourd'hui, moins dépendante. Beaucoup de dépendances sont apparues pendant les mois qui viennent de se passer et inscrites dans un développement durable. Et par conséquent, les entreprises se disent ils vont avoir besoin d'analyser leur supply avec tous les outils qui existent et de regarder tous les côtés de l'entreprise, des fournisseurs aux aspects informatiques et autres, pour se dire, mais ok, comment je peux faire évoluer ma supply chain pour demain. Et donc, en termes de gestion du virus sur le court terme, il y a des entreprises qui se sont arrêtées, il y a les entreprises qui ont continué, mais comme on a dit tout à l'heure, dans les deux cas, à un moment donné, il a fallu gérer le virus qu'on n'avait jamais géré. Et surtout, si on revient en arrière sur début mars, le virus, il faisait peur à tout le monde. On nous a confinés. Pour ramener les gens au travail, il y a eu des entreprises qui ont réussi à bien le faire, d'autres moins bien. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, tout est basé sur de l'humain et que cet humain, il fallait amener les gens à avoir confiance que les mesures mises en place allaient pouvoir rendre le virus beaucoup moins dangereux. Et ça, c'est un chantier à part entière. Donc, il a fallu superviser les process de précaution sanitaire, revoir le flux des employés, les aménagements des postes de travail, mettre des guides et modes opératoires nouveaux en place, faire passer ça aussi sur les entreprises extérieures, les sous-traitants, les fournisseurs. Une chose qui a probablement frappé toutes les entreprises et les frappe encore, à part l'Institut Pasteur et les hôpitaux, je pense qu'aucun document unique des entreprises n'intégrait un virus dans les dangers au poste de travail. Il a fallu mettre en place que les gens retournent ou, pour les activités qui ont continué, viennent à leur poste de travail, identifier les postes clés. Est-ce qu'on a les gens qui sont au poste clé, ils peuvent venir? Est-ce qu'ils gardent leurs enfants?
revoir l'organisation en fonction de tout ça, mettre des gens en télétravail, digitaliser, même un bordereau de livraison. Certains employés n'osaient pas prendre le papier des mains du chauffeur de peur d'être contaminés. Donc, la digitalisation était une des solutions qu'il fallait mettre en place rapidement. Voir aussi en interne les ressources des structures groupes. Il fallait rassurer les équipes, redonner du sens au travail, avoir un management adapté et à l'écoute des inquiétudes, qu'elles soient fondées ou non, surtout si elles sont fondées, prendre en compte ces inquiétudes, évaluer les mesures à mettre en place, communiquer, rassurer les gens sur et les mesures qu'on met en place et l'activité économique de l'entreprise. Et puis, comme le disait tout à l'heure Frédéric, hein, pour le long terme, il faut absolument être certain que ça ne va pas se reproduire. Et donc, analyser, faire un retour d'expérience, analyser ce qu'on a bien fait, analyser ce qu'on a moins bien fait pour faire en sorte que la prochaine fois, on ne soit pas pris par surprise et qu'on puisse continuer l'activité sans avoir à s'arrêter. Ouais, et le retour d'expérience est souvent quelque chose qui est négligé dans ce genre de situation. Souvent, on passe à l'étape d'après et on se dit je ferai le retour d'expérience plus tard, mais en réalité, c'est quelque chose d'essentiel dans l'apprentissage et dans le retour d'expérience pour faire progresser son entreprise. Alors, évidemment, la première priorité, on l'a dit, est de gérer le virus, et la deuxième est d'assurer les opérations supply chain. Alors, pour assurer les opérations supply chain dans le contexte dans lequel on est, le point qu'il ne faut absolument pas manquer, c'est de mettre en place une cellule de gestion de crise. Avec vos salariés, avec les personnes clés, avec les différents services de l'entreprise, avec vos fournisseurs, vos clients. Le fait de constituer une cellule de gestion de crise qui va regarder ce qui s'est passé hier, regarder la situation d'aujourd'hui, prendre des décisions et des actions pour essayer d'anticiper la prochaine étape ou de sortir de la situation actuelle, c'est un groupe qui va constituer l'élément majeur de sortie de crise. On est dans une crise sanitaire, on aurait pu être dans une crise complètement différente, une coupure informatique majeure ou autre. Et dans tous les cas, on a une gestion de crise à gérer. Cette cellule de crise étant en place, l'autre étape à assurer immédiatement, ça va être la mise en place du plan de surveillance de la demande. On l'a vu tout à l'heure, les entreprises sont dans des situations de demande complètement différentes. Et si on veut se retourner pour demain, on a besoin d'avoir un petit peu de visibilité sur le carnet de commandes. Et donc, il faut avec les clients, avec les équipes commerciales, mettre en place un plan de surveillance de la demande. Le deuxième axe, c'est évidemment les appros. Beaucoup d'entreprises ont été arrêtées à cause de leur approvisionnement. Donc, il y a tout un travail à mener pour sécuriser les approvisionnements, pour pouvoir réaliser les commandes et réaliser du chiffre sur le reste de l'année. Une fois qu'on a sécurisé les appros et qu'on connaît ou qu'on a quelques infos sur la demande, on peut à ce moment-là sécuriser les effectifs, et on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, adapter l'activité opérationnelle. L'activité opérationnelle qui va s'adapter soit à la baisse, soit à la hausse, mais en tout cas, il va y avoir un vrai travail très technique d'adapter l'activité opérationnelle à la demande. Et enfin, l'autre étape qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avant le coronavirus, toutes les entreprises avaient des projets. Elles avaient des projets qui étaient pertinents, qui étaient en fonction de la stratégie qu'elles avaient identifiée. Dans la majorité des cas, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les projets clés d'entreprise qui étaient existants et identifiés avant le Covid sont des projets qui sont encore valides. Et donc, il va falloir les relancer, ces projets. Et c'est des décisions sur lesquelles il ne va pas falloir tarder pour relancer la machine et relancer la dynamique d'entreprise
et sortir rapidement de la situation dans laquelle on est. Alors, évidemment, la situation et tous les sujets qu'on a à traiter amènent énormément de questions. On peut en prendre quelques-unes. La première question, Christian en a parlé tout à l'heure dans le cadre du virus, mais on peut en parler dans le cadre des opérations et globalement de la vie de l'entreprise, de la pérennité de l'entreprise. Comment rassurer les troupes dans tout ça? Et quand on parle de rassurer les troupes, on a des besoins en direction, on a des besoins au niveau de tous les managers et de tout l'encadrement, qui a été fortement sollicité et parfois très meurtri ou très impacté par la crise, et on les oublie souvent, et évidemment l'ensemble des collaborateurs. En parallèle des troupes et des effectifs, évidemment, il y a toutes les questions techniques qui arrivent, toutes les questions techniques supply. Et là, on va avoir globalement deux situations. Les entreprises qui sont déjà très techniques et qui maîtrisent leur supply et qui connaissent beaucoup de choses en supply, et les entreprises pour qui la supply est globalement une boîte noire. Et je prends l'exemple du transport. Le transport est souvent décrié comme quelque chose de compliqué, peu maîtrisable. On s'aperçoit qu'en ce moment, l'avis général est que le transport est encore plus compliqué et encore moins maîtrisable qu'avant. Moi je pense qu'en ce moment, tout le monde a des exemples. Moi, je peux en prendre un très simple que je viens de vivre il y a quelques jours. Je commande une commande par Internet chez un fournisseur. 3 jours pour me faire livrer la commande. Au bout de 2 jours, le fournisseur me dit on était vendredi, c'est bon, j'ai remis au transporteur. Le mardi d'après, donc passe le week-end, le mardi d'après, le transporteur me dit tiens, je viens de prendre le colis chez le client. Ah bon, d'accord. Et au global, pour la faire courte, finalement, le transporteur me dit moi, je vous livre globalement en 3 semaines si je vous livre à domicile, ce qui était ce que j'avais demandé, mais par contre, je vous livre en 2 semaines si vous venez à l'agence. Bon, voilà. Et des situations comme ça, je pense que tout le monde en vit. Alors, communication, on est dans une période où la communication est essentielle. Les gens ont besoin de savoir quelle est la situation, où on en est. Donc, ça veut dire qu'il faut la mesurer. Il faut être capable d'exprimer la situation, de dire où est-ce qu'on va aller demain et de faire une communication régulière. On est dans une période où la communication quotidienne, hebdo ou mensuelle est absolument indispensable. Voilà. Et le dernier point sur lequel beaucoup d'entreprises se posent des questions, c'est oui, mais dans tout ça, il va me falloir des ressources. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que je dois prendre des ressources? Comment je fais pour remplacer les personnes qui ne sont pas là? Et moi, dans ce genre de situation, j'aime beaucoup comparer la situation actuelle à ce que l'on peut vivre quand on démarre un entrepôt. Un entrepôt où il se passe la même chose quand on démarre une usine d'ailleurs. Quand on démarre un entrepôt, quand on prend un nouveau contrat ou qu'on vient de construire un entrepôt neuf et qu'on déménage, le meilleur moyen pour réussir un démarrage d'entrepôt, c'est de se surstaffer au départ. Pendant une période de 6 mois, d'1 an, de 18 mois, suivant la complexité des projets. Et le surstaffing en démarrage d'activité permet, dans la majorité des cas, d'assurer le débit que l'on a besoin d'assurer pour livrer les commandes. Et 2, ça apporte de la sérénité. Ça apporte de la sérénité au personnel parce que le personnel peut se permettre d'aller un petit peu moins vite parce qu'on a un petit peu plus de monde. Donc, chacun peut se reposer un petit peu plus l'un sur l'autre. Et du coup, on donne du temps. On donne du temps à tout le monde. Et dans une période de démarrage, le temps est quelque chose d'essentiel qui permet de progresser. Et je trouve la situation actuelle assez analogue à un démarrage d'entrepôt où globalement on a besoin de redonner du temps pour pouvoir se relancer. Voilà pour la partie court terme.
Alors, je parle peut-être beaucoup, mais on en vient à la partie long terme. Et sur la partie long terme, qui forcément pose beaucoup de questions à tout le monde se dit, il faut que j'ai des schémas plus courts. Si j'avais des fournisseurs en Chine, peut-être qu'il faut que j'ai des fournisseurs en France. Si j'avais des fournisseurs en France dans le nord et que je suis dans le sud, eh bien, peut-être qu'il me faut des fournisseurs dans le sud. Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça. Et l'important, je crois, c'est de comprendre que on est dans la supply chain est un écosystème. Un écosystème qu'il faut connaître. Certaines entreprises connaissent leur écosystème, d'autres ne le connaissent pas. Et en tout cas, on est dans une période où l'occasion est faite de connaître son écosystème pour le reconstruire. Je compare souvent l'écosystème supply chain à ce qui se passe dans le monde agricole. Dans le monde agricole, on voit les paysans et les agriculteurs qui se réorganisent pour des circuits courts et pour du coup mieux maîtriser toute leur fabrication et leur distribution et leur vente de produits. Et ben, dans la supply chain, c'est un peu pareil. On peut se mettre dans un mode plus paysan pour reconstruire un écosystème et un écosystème que l'on va connaître. Et pour reconstruire cet écosystème, justement, la première chose à faire, c'est une évaluation. C'est quel est le statut. Frédéric l'a mentionné, évaluer sa dépendance aux fournisseurs. Quels sont les fournisseurs qui ont failli, mais pas seulement pour le fournisseur, mais pourquoi il a failli. Parce qu'il y a les fournisseurs de rang 1, ceux-là on les connaît. Les fournisseurs de rang 2, de rang 3, bah, pas toujours, surtout si c'est loin, si c'est en Chine. Et en fait, il ne faut pas se tromper d'évaluation sur la dépendance. Peut-être que votre fournisseur aurait pu assumer si ses fournisseurs à lui l'avaient fait. Donc, bien regarder toute cette chaîne très en profondeur. Il faut aussi s'inscrire dans un plan de construction d'un plan de flexibilité. Donc là, on en revient au retour d'expérience que Frédéric a mentionné tout à l'heure en disant que c'était essentiel. Il faut le faire maintenant. Donc, évaluer la dépendance, faire le plan de flexibilité, ça se base aussi sur le retour d'expérience, sur le diagnostic de dépendance qu'on a eu, la cartographie, refaire la cartographie de tous les fournisseurs afin d'avoir un bon état des lieux et de se construire un to-be qui sera robuste. Et forcément, cette réflexion va amener une transformation de l'organisation. Alors, quand on parle de transformation de l'organisation, souvent, on a l'impression qu'il va falloir mener de grands chantiers. Moi, je crois qu'on a beaucoup de petits chantiers d'abord à mener. Et les premiers chantiers, d'ailleurs, qui sont à mener, plutôt que de chercher d'autres fournisseurs, d'autres partenaires, ce qu'on peut parfois se poser en fonction de la situation dans laquelle on a travaillé, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux modifier mon mode de fonctionnement avec les partenaires actuels que j'ai avant d'en changer ou avant d'en rajouter. Je vais reprendre à la limite l'exemple du transport de tout à l'heure, de la commande que j'ai passée et que j'espère recevoir bientôt. Le hasard fait que c'est un transporteur que je connais très bien qui assure ce transport. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là où avant, il était extrêmement rigide et dans sa façon de livrer, et il n'était pas question qu'un client mette les pieds chez lui, il a complètement changé son mode de fonctionnement pendant la crise parce qu'il n'arrive pas à suivre au niveau des livraisons. Et aujourd'hui, il offre la possibilité d'aller retirer en agence son colis, ce qu'il ne faisait pas avant. Voilà. Et ben ça, on a beaucoup de petits exemples comme ça et des petites actions qui vont permettre que demain, l'entreprise se transforme, soit plus flexible et moins dépendante. C'est forcément quelque chose qui peut se faire par petits pas et qui va permettre vraiment de progresser. Et puis, il va aussi falloir tirer parti des technologies dans cette reconstruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la digitalisation s'est révélée pour certaines entreprises la clé de la réussite pour être passé à travers le coronavirus. D'avoir des systèmes, le e-commerce s'est développé, de mettre en place des systèmes où peut-être
des gestions de commandes gérées électroniquement, ce qu'on appelle l'EDI, des choses comme ça à mettre en place. Les gens avaient peur de toucher le papier qu'un autre avait papier. Eh ben, il faut digitaliser, mettre tout ça sous forme de digital, que chacun puisse regarder son écran sans avoir peur, parce que le virus ne passe pas à travers les écrans. Ça, c'est une chose que tout le monde a bien compris. Donc, il y a il y a l'intelligence analytique aussi, hein, qu'on peut peut-être mettre en place pour évaluer les forces et les faiblesses de l'ancien écosystème et puis pour construire l'écosystème de demain qui sera la nouvelle supply chain. Alors, je le disais tout à l'heure, le point fondamental sur le long terme, c'est de reconstruire son écosystème et de le maîtriser, hein, et de profiter du moment pour profiter de l'opportunité pour connaître, apprendre son écosystème et le maîtriser plutôt que de le subir. Hein. Et il y a énormément d'actions à mener, que ce soit au niveau design, au niveau distribution. On peut changer beaucoup de petites choses dans une supply chain qui permettent demain de pouvoir se retourner facilement. On peut prendre l'exemple du packaging, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir des packaging alternatifs qui permettent de maintenir une production? On peut parler des routes de transport. Avoir plusieurs routes ouvertes, même si c'est avec le même transporteur, peut permettre de switcher d'une route à l'autre et d'être beaucoup plus flexible. Voilà. C'est globalement le chantier qu'il faut lancer et sur lequel, de la même façon que le court terme est en cours, sur lequel il va falloir activer relativement rapidement pour donner de l'énergie à l'entreprise et pour se préparer en cas de nouvelles crises. Et comme souvent dans ces grands projets, il faut surveiller le déroulement du projet, mais il ne faut pas oublier non plus d'assurer la surveillance, qu'une fois qu'il est mis en place, il est robuste et il répond à ce qu'on avait imaginé de mettre en place. En conclusion, voilà, il y a pour beaucoup d'entreprises, la supply chain est face à beaucoup d'inconnus, fait un saut dans l'inconnu. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que et le court terme, et la gestion du court terme et la gestion du long terme permettent aux petits poissons de se retrouver dans un aquarium beaucoup plus grand, l'entreprise plus sereine, plus grande et plus confortable pour le petit poisson. Voilà. Ouais, bon, Christian aime beaucoup les poissons, hein, il fallait placer voilà. Un peu. Voilà. Et au cours de ce chemin, forcément, il va y avoir des écueils. Hein, donc, l'objectif, ça va être de franchir ces écueils, de ne pas rester arrêté, de ne pas rester bloqué. Et l'énergie de tous, l'analyse, la structure, voilà. Nous, on pense vraiment que les entreprises vont être capables de se retourner et de passer les écueils qui apparaissent. Alors, ce que l'on constate, hein, ce que l'on pense avec Christian, c'est qu'à l'issue du premier mois de déconfinement, globalement, les entreprises doivent commencer à identifier les tendances sur le niveau d'activité sur les mois qui viennent et sur le reste de l'année. Et là, c'est le moment où vous devez structurer la reprise au plus vite. C'est le moment d'investir pour séparer les chantiers à mener, avoir des équipes projets qui travaillent là-dessus et apporter de la sérénité à vos collaborateurs, ce qui est absolument essentiel. Ouais. Et le point que l'on veut mettre en exergue avec Christian et qui nous paraît vraiment majeur, c'est l'investissement en ressources compétentes. Quand on fait de la mise au point d'installations techniques, logistiques, mécanisées ou production ou autres, tous les opérationnels qui sont autour de la visio ce soir savent que dès qu'on commence à mesurer quelque chose et qu'on donne du temps, soit à un système technique, soit à des hommes pour progresser, forcément les choses s'améliorent en fait.
Et donc, l'investissement en ressources compétentes est la clé majeure de sortie de crise. Des ressources pour travailler correctement, donner de l'énergie, on le disait tout à l'heure, et accomplir les chantiers avant la fin de l'année. On reste persuadé que les chantiers qui devaient être menés doivent pouvoir se mener d'ici la fin de l'année. Et dans cette situation, effectivement, le management de transition, ça va être une solution réactive, rassurante, efficace. Vous avez, les entreprises sont face à tous ces chantiers à mener pour passer l'année et les années suivantes, mais sans faire d'impasse, comme par exemple, comme le disait Frédéric tout à l'heure, le retour d'expérience, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Il ne faut pas le balayer d'un revers de main en disant on le fera plus tard on ne le fera jamais. Donc, il faut vraiment se staffer de façon à pouvoir faire ce type de projet absolument indispensable. Donc, nous allons maintenant écouter vos questions et réponses. Enfin, vos questions, ce sera nos réponses, pardon. Et on vous écoute avec une oreille attentive. Très bien. Christian, Frédéric, merci pour ce partage d'expérience. Un vaste sujet qui a été compacté à sa plus simple expression, juste les éléments de synthèse et d'analyse à court terme et à long terme. Merci, merci pour vos partages d'expérience. Nous avons effectivement pas mal de questions. Donc, je vais vous les adresser. Olivier nous demande, en plus du staffing des équipes opérationnelles, est-ce que vous pensez que les entreprises ont besoin ou peuvent envisager de renforcer leurs équipes de direction durant cette période spécifique? Une question longue nécessite une réponse compacte et courte parce qu'il y en a d'autres derrière. Alors, la réponse compacte, c'est évidemment. Oui. Évidemment, et c'est là où, souvent on pense à augmenter le nombre de collaborateurs dans les entrepôts, voilà, et on pense rarement, et je le mentionnais pendant la présentation, aux managers et à la direction. Et en réalité, on est aujourd'hui avec par exemple le réseau FITIN, capable de renforcer une direction ou capable de renforcer des managers et de les aider. Et il ne faut pas croire que la direction n'a pas besoin d'aide. Il y a peu d'entreprises qui sont préparées à la gestion de crise et là, on vit une crise majeure. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour ça, un renfort au niveau de la direction est toujours appréciable. Très bien. Merci pour vos réponses. Une deuxième question qui nous est posée par Nicolas. Dans une structure de cellules de crise aussi pluridisciplinaire, ne faut-il pas détacher un opérationnel à 100%? Ah bah, si vous me demandez à moi, je dis oui. Il faut quelqu'un qui connaisse bien les rouages de l'entreprise, qui puisse aussi avoir une capacité à gérer les angoisses, les inquiétudes et à mettre en place une communication extrêmement courte et serrée. Ce qui est important, c'est de se mettre en mode projet. Le mode projet avec des effectifs, et un mode projet, ça se fait avec des ressources. Donc, à un moment, dans un projet, on doit valider le besoin en ressources. Très bien, merci pour vos réponses. Pierre nous adresse une question. Dans les perturbations globales qu'ont connues les supply chains, a-t-on une idée de la part liée aux perturbations du pays d'origine? Exemple, shutdown en Chine, perturbations dans les transports, perturbations dans les pays d'arrivée. En d'autres termes, à confinement français égal, quelle aurait été la perturbation si les boucles avaient été purement locales? Alors, je crois que moi, je n'ai pas d'éléments factuels sur le sujet, donc je peux donner ni mesurer, donc je peux donner mon opinion. Évidemment, on peut se dire que ça peut dépendre des entreprises. Si on est dans une entreprise d'import-export ou dans une entreprise locale, mais quand on voit parfois les perturbations que l'on est capable d'avoir pour l'ensemble des sociétés françaises par une grève locale, prenons le blocage, par exemple, des citernes au port du Havre de pétrole. Je ne crois pas qu'il faille se dire
la crise a été beaucoup plus grave parce qu'elle était mondiale. Moi, je pense on peut avoir le même type de crise d'un point de vue local et bloquer presque autant d'entreprises d'un point de vue local. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse, effectivement, pleine de retours d'expérience. Nicolas vous adresse aussi une question intéressante. Plus de technologie égale plus d'intégration des systèmes, égale plus de dépendance réciproque. 3 petits points. Ne substituons pas une dépendance technique à une dépendance matérielle. C'est une bonne question, mais comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est vrai que cette digitalisation, elle rend plus dépendant, mais on a aussi bien rappelé que dans le retour d'expérience et dans les études qu'on a à faire, c'est la robustesse des fournisseurs de rang 1, 2 et 3. Et ça fait partie forcément des critères de choix. Je dois prendre de bons fournisseurs. Je vais peut-être me marier plus avec lui que dans le passé. Donc, il faut vraiment que j'aille au fond des choses quand j'audite ce fournisseur. D'accord, très bien. Frédéric, un complément éventuel ou pas? Ouais, moi je dirais que les outils informatiques doivent rester à leur place comme une aide, un atout, quelque chose que l'on utilise. Ça veut dire que quand on met en place un outil informatique, de toute façon, on doit réfléchir à ce qui se passe si on n'a pas d'outil informatique, ou le jour où l'outil informatique crash. Et ensuite, dans l'amélioration globalement de la supply chain et de l'organisation, il n'y a pas que de la digitalisation, il y a évidemment beaucoup de points d'amélioration qui sont de l'organisation, des méthodes, des façons de travailler, des petits outils parallèles. Donc, évidemment, l'informatique est au cœur de l'entreprise d'aujourd'hui, mais pas que. Très bien. Merci Frédéric. Olivier nous pose une question aussi pertinente. Au lieu de continuer à aller chercher des fournisseurs low cost en Chine ou en Inde, ne préconiseriez-vous pas d'aller vers l'Europe de l'Est ou l'Afrique du Nord, selon les secteurs et les compétences de chercher? On nous parle de Espagne, Portugal, également comme des pays intéressants, ainsi que l'Italie. Quel est votre avis? Ah bah, de toute façon, alors je n'ai pas d'avis sur les pays de destination, mais on voit bien qu'une partie de l'origine du problème, c'est la dépendance de nos entreprises à l'usine du monde qui est devenue la Chine. Le lieu de relocalisation va dépendre, peut-être que dans l'univers pharmaceutique, on va plutôt dire qu'il faut relocaliser en France parce qu'ils ont les moyens, même s'ils vont pleurer sur leurs marges, mais les marges sont suffisantes. Et puis, on est dans le sanitaire, donc là, il faut que ce soit en France. Peut-être qu'un autre type d'entreprise, effectivement, dira bah, l'Afrique du Nord, la Roumanie, ou l'Italie ou l'Espagne me conviennent mieux. Là, c'est dans l'analyse, justement, du besoin en robustesse et en flexibilité de la chaîne qu'on va déterminer où est-ce que c'est le mieux de se positionner dans le futur. Ouais, et après, enfin, les entreprises d'import-export, enfin, celles qui ont testé le savent bien. Hein. Et quand vous aviez une production en Chine et que vous la remettez dans les pays de l'Est, Roumanie ou autre, tout de suite vous apercevez du gain que vous avez en logistique, en logistique, c'est certain. Après, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout relocaliser. Il faut avoir les bons fournisseurs, les bonnes industries. Ça, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, il faut aussi savoir, dans une période où on est obligé d'être dans tel ou tel pays pour fabriquer ses produits, avoir des solutions alternatives de backup. Hein, ne serait-ce que sur le transport maritime. Hein, il y a des solutions qui commencent à sortir, alors qui ne sont pas encore complètement au point, mais on revient un peu sur le rail depuis la Chine ou autre. Donc, voilà, maintenant, je pense qu'on a tous envie de fabriquer beaucoup plus proche et de faire revenir de l'industrie en Europe et en France, c'est certain. Et c'est l'occasion. Merci pour vos réponses complémentaires. Alain nous pose aussi une question. Conseillez-vous des outils en particulier pour gérer la cellule de crise, suivi, capitalisation ou reporting?
Je pense que la cellule de crise, malheureusement, certaines entreprises ont dû l'improviser, mais une cellule de crise, ça se travaille. On teste la gestion de crise. Donc, ce n'est pas le tout de mettre une cellule de crise en place. Il faut aussi mettre une méthodologie où on va régulièrement, comme on fait un exercice incendie, on fait un exercice cellule de crise. Il y a des outils. Il faut se dire qu'en cas de crise, il faut avoir les outils qui permettent de communiquer très vite à tout le monde, aussi bien en interne qu'en externe, que vers ses clients, que vers éventuellement les autorités. La communication, c'est la clé de la gestion de crise, dans le sens que vous pouvez gérer bien la crise et avec une mauvaise communication, tout tombe par terre. Donc, la gestion de la crise, c'est s'appuyer sur les compétences en interne et c'est avoir une très bonne communication en interne et en externe. Très bien, merci. On a une nouvelle question. Merci Olivier pour votre commentaire. Grégory nous demande si il aimerait savoir comment gérer rapidement une cartographie fournisseur. Alors, peut-être qu'Olivier peut préciser sa question s'il a le temps. Moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté la cartographie des fournisseurs que l'on a dans l'entreprise. Et celle-ci, pour la gérer, évidemment, c'est au travers des bases de données achats et de la connaissance des fournisseurs que l'on a. Et là, c'est un travail à mener avec le service achat pour connaître ses fournisseurs. Et connaître ses fournisseurs, c'est un vrai travail de fourni, quoi. Quand on commence à avoir pas mal de fournisseurs, on parlait tout à l'heure de ressources dédiées pour la gestion de crise. Pour connaître ses fournisseurs, c'est aussi évidemment de la ressource dédiée. Après, si la question d'Olivier est plus autour de comment me faire une cartographie des fournisseurs potentiels, parce que ça peut être une des questions actuelles de se dire, OK, voilà les fournisseurs que j'ai aujourd'hui, pardon, où est le potentiel de fournisseurs que je pourrais avoir et dans quel pays. Alors là effectivement, c'est un gros travail de fourmi. Très bien, merci. Et j'ajoute que au-delà de la supply chain, la gestion des fournisseurs et la connaissance des fournisseurs, alors ses propres fournisseurs, comme je disais tout à l'heure, on a normalement on a des audits à faire et on s'arrête souvent aux fournisseurs de rang 1. Donc cette cartographie, il faut envoyer les équipes audit chez les fournisseurs de rang 2 et de rang 3. Et après, effectivement, c'est le job des achats de screener quels sont les acheteurs les fournisseurs alternatifs, mais pas que les achats. De toute façon, toute l'entreprise est intéressée par le réseau interne de l'entreprise d'avoir une connaissance des fournisseurs potentiels. Et juste pour terminer, on parlait d'écosystème supply chain tout à l'heure. Les fournisseurs sont évidemment au cœur de l'écosystème supply chain et il faut les connaître. Donc, il faut aller chez eux. Il ne faut pas simplement leur passer des commandes. Il faut aller chez eux, il faut les connaître. Au travers de la connaissance qu'on peut avoir avec eux, on peut modifier les produits que l'on a, modifier les modes de fonctionnement, modifier les modes de livraison, et on peut améliorer beaucoup de choses. Et dans la situation actuelle, d'ailleurs, de gestion de crise, pour certaines entreprises qui sont en rupture sur des fournisseurs, il est indispensable de mettre en place un suivi très précis de la production du fournisseur, ce que l'on ne va souvent pas chercher. Très bien, merci pour vos réponses. Olivier nous a posé une dernière question. Pour vous, quels sont les freins des dirigeants à renforcer leurs équipes opérationnelles et dirigeantes durant cette période et que leur conseillez-vous? Moi, je crois que le premier frein, c'est qu'on ne se le dise pas. Parce qu'on se le dit souvent pour les collaborateurs, mais on se le dit rarement pour la direction et pour les managers. Donc, je pense que le premier frein est là. C'est d'accepter qu'un directeur, qu'un manager de service puisse avoir besoin d'aide et puisse avoir un second pendant un certain temps, ou voire un pair.
Christian? Oui, c'est le réflexe. J'ai mon comité de direction, il est complet et si je rentre quelqu'un là-dedans en plus, c'est pour remplacer qui? Je vais déséquilibrer les interactions entre mes équipes. Ouais. Et Euh, on le voit souvent en management de transition. Quand on mène une mission de management de transition, on arrive souvent à être sparring partner avec un cadre du comité de direction où on va l'épauler, mais l'accompagner pour qu'il réussisse dans sa mission. En fait. Oui, très bien. Olivier nous repose une nouvelle question auquel on va essayer de répondre aussi rapidement. Je pense que les dirigeants dont je fais partie passent trop peu de temps chez leurs fournisseurs, alors que c'est leur premier poste de coût du compte de résultat. Qu'en pensez-vous? Il faut passer du temps chez ses fournisseurs, c'est certain. Alors, est-ce que c'est le dirigeant qui doit y aller ou est-ce que c'est une personne par délégation du dirigeant? Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, évidemment. Mais en supply, connaître ses dirigeants, connaître ses fournisseurs, et être chez ses fournisseurs, c'est absolument indispensable. Et D'accord. c'est de même qu'on doit connaître, quand on est dirigeant, on doit connaître ses principaux clients. Il est évident qu'en tant que dirigeant, vous devez connaître vos principaux fournisseurs. Très bonne. Merci pour vos réponses. On fait vraiment beaucoup de choses chez les fournisseurs. Allez, une dernière question qui nous est posée par Pierre. On parle beaucoup du privé. Quel retour d'expérience feriez-vous sur les appros gérés par l'État en cas de crise? Des opérateurs privés n'auraient-ils pas dû être sollicités plus tôt? Alors, c'est sûr que la supply chain de l'État, c'est pas terrible, hein, on l'a vu. Ça fait partie du retour d'expérience qu'il va falloir faire à l'échelle nationale. On est un pays très centralisé, ça fait quand même quelques siècles que c'est comme ça. Vous prenez l'Allemagne, c'est un pays très décentralisé, c'est aussi pas mal d'années de culture de décentralisation. Chacune de ces façons de conduire un pays a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr que dans une gestion de crise comme celle qu'on a vécue, nationaliser, confiner tout le monde, vous allez au fin fond de la Creuse, il n'y avait pas un cas de Covid, les gens ils ont dû rester chez eux. On peut se poser des questions, effectivement. Et sur l'achat des masques, l'avantage qu'avait l'État, c'est qu'il passait des grosses commandes. Donc, il avait plus de poids auprès des fournisseurs. Mais derrière, je pense que sur l'acte d'achat, c'était bien. Mais sur l'acte de distribution derrière, ils n'avaient pas les équipements, ils n'avaient pas les moyens, ils ne savaient pas faire. Ouais, moi je peux vous prendre l'exemple on peut prendre l'exemple de la Marine nationale, hein, par exemple, que je connais peut-être un peu plus. On s'aperçoit que finalement, dans les services d'État, il y a très peu de logisticiens. Hein. C'est beaucoup des personnes qui ont fait des formations militaires, qui se retrouvent aux manettes de la logistique. Et je vois l'évolution dans la Marine nationale. La logistique commence à entrer. Il y a des vrais logisticiens formés à la logistique, d'écoles supérieures de logistique, qui commencent à entrer et à prendre des postes en logistique. Maintenant, il n'y en a pas assez. Hein, il n'y en a pas assez dans tous les domaines. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Il y a peut-être plus de logisticiens dans les hôpitaux d'ailleurs. Mais il y a un vrai besoin dans le domaine public de faire rentrer des compétences logistiques. Très bien. Christian, Frédéric, merci beaucoup pour ce retour d'expérience et pour avoir répondu de manière aussi transparente sur les différentes questions. Merci à tous nos participants nombreux et assidus jusqu'à la fin de cette présentation. Nous avons encore quelques questions qui sont un peu transverses de Daniel, de Alain et de Marc qui nous demandent si nous avons des besoins au sein du réseau pour rechercher ce type de compétences. Comment faire pour identifier les besoins auprès de nos clients? Ce que je souhaiterais dire, c'est que le réseau Fit In Network est toujours en recherche de compétences au sein de nos 3 métiers, management, finance, RH. Et nous constatons qu'il y a de plus en plus de besoins au niveau des fonctions de supply chain, de logistique, de e-commerce, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça fait partie des problématiques des entreprises. Nous cherchons toujours des compétences pour répondre aux besoins de nos entreprises. C'est la première réponse. Mais nous cherchons des compétences actives, des professionnels qui souhaitent partager leur expérience et co-développer des missions avec nous. Et
Et c'est pour ça que nous avons développé cette formule qui est une formule d'expert premium auquel participent Christian et Frédéric ici présents. Et nous assurons leur promotion et leur légitimité. Comment trouver et identifier les besoins au sein de nos clients? Eh bien, il faut se rendre visible, il faut se positionner comme un professionnel et il faut, dans la mesure du possible, se positionner comme un professionnel visible au sein d'une organisation qui peut être Fit In Network, en l'occurrence, si vous souhaitez de nous rejoindre et nous faire confiance. Voilà, je vais conclure sur ces quelques mots. Christian, un petit mot de la fin? Eh ben, un exercice très intéressant, de bonnes questions, un très bon travail d'équipe avec Frédéric. On a fait ça chacun chez soi, en visio, sans pouvoir se réunir autour d'un PC pour faire le PowerPoint. Et ça a marché très très bien et on a réussi à faire une bonne analyse, je pense, de la situation et au niveau des constats et des mesures à prendre. Et on a su monter ce webinaire de façon très, très fluide ensemble. C'était un beau travail d'équipe. Merci Christian. Frédéric? Ouais, pareil, moi je suis vraiment très content des échanges qu'on a eus, très content d'avoir fait ce webinaire avec Christian et avec Bruno. Évidemment, ça donne qu'une envie, c'est de continuer d'échanger, quoi, hein. Donc, si certains veulent échanger, de toute façon, on reste, vous avez nos coordonnées, donc c'est tout à fait envisageable. Et c'est vrai que la situation, globalement, moi, je trouve qu'elle donne de l'énergie pour trouver de nouvelles solutions et transformer les modèles, quoi. Et globalement, transformer les modèles, c'est ce qui, généralement, je trouve, donne de l'énergie, quoi, hein, de changer pour améliorer. Très bien. Christian, Frédéric, merci pour vos interventions et vos mots de la fin. Merci à tous les participants. Je vous confirme que nous distribuerons la présentation à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui ont participé, et nous aurons aussi une retranscription de webinaire vidéo dans les prochains jours. Merci à tous. N'hésitez pas à solliciter nos experts et à solliciter notre réseau pour vos futurs besoins. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.